Bon, je profite de cette petite balade matinale avec le chien pour apporter quelques précisions. Il est où d'ailleurs? Il est là-bas. Loup Divergent, faut que tu arrêtes de faire de la pub pour la chaîne. Non, ça me gêne. Non, je déconne mon gars, merci beaucoup. Franchement, pour la cause, c'est hyper important, je te remercie énormément. Alors, quelques précisions quant au contenu de la dernière vidéo avec Monsieur Reynald Secher. Alors lui, il a son fil directeur, hein, il connaît son sujet par cœur, il sait exactement où il va. J'ai pas osé trop le couper, parce que déjà c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et je pense que toutes les autres questions, toutes les réflexions que j'avais auront plus sa place dans une prochaine vidéo, dans un deuxième entretien avec lui. Parce que il y a encore plein de choses à dire et donc voilà, on se garde ça sous le coude pour un deuxième épisode, je pense. Et puis sinon ça aurait duré 4 heures et je ne pense pas que vous auriez supporté une vidéo de 4 heures. J'ai pas eu le temps d'évoquer ou de le questionner sur notamment l'anthropocentrisme, un des principes précurseurs de la pensée nouvelle, un des principes fondateurs de la République. L'anthropocentrisme, mais si, le fait de mettre Dieu de côté et d'estimer que l'homme peut se suffire à lui-même. En gros, l'émancipation de la morale universelle, pour ne pas dire la morale catholique. Le principe des 3 R aussi. Renaissance, réforme, révolution. Renaissance avec l'arrivée du modernisme, l'arrivée des Lumières. Réforme avec l'arrivée du protestantisme, pour noyer le catholicisme. Et révolution, le cœur du sujet de la chaîne, le cœur des travaux de Monsieur Secher. Alors, il ne s'agit pas de critiquer le protestantisme, hein, j'en ai rien à foutre. Je dis juste que c'est une religion compatible avec la République. C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Payon, qu'on va écouter juste après. Une religion de libre examen. Donc il suffisait par la Renaissance d'amener le protestantisme dans la société pour diluer le catholicisme. Et effectivement mettre en avant une philosophie, une religion compatible avec les valeurs de la République. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, Vincent Payon et ses potes. Enfin, le mec, il n'était pas là à l'époque, mais enfin, tu m'as compris, quoi. Quelques réponses à des commentaires. Alors, je vais pas répondre aux commentaires désobligeants, hein. Ça, pareil, j'en ai rien à foutre. Les Vendéens ont eu que ce qu'ils méritaient, je sais pas trop quoi. Les Républicains ont été timorés parce qu'il reste encore beaucoup de Vendéens aujourd'hui. Enfin, je veux dire... Enfin, malgré moi, je suis en train de les citer, voilà, mais c'est juste pour montrer à quel point la bêtise peut venir dans les commentaires. Mais encore une fois, je m'y attendais, donc voilà, c'est le jeu. Enfin, les mecs, de toute façon, ils ont pas eu de réponse sur leurs commentaires. Donc bref, d'ailleurs, merci aux commentaires, hein, ça stimule à mort, ça prouve qu'il y a un intérêt, et franchement, ça fait hyper plaisir. Voilà. Alors, des questions toutes simples, hein, pourquoi la Vendée, j'ai eu, et pourquoi cet acharnement spécialement sur eux? Alors déjà, c'est pas que sur eux, hein. Je rappelle que 70% à peu près de la population française a très mal accueilli la Révolution, espérait au début effectivement à quelques changements, puisque tout n'était pas parfait, je veux dire, voilà. Les gens espéraient un petit peu de renouveau, quelques changements, quelques améliorations, quoi. Mais à partir du moment où toutes les dérives violentes sont arrivées, à peu près 70% de la population française a commencé à se soulever, vraiment, a commencé à se soulever. Je répète, on a la Vendée, évidemment, on a les Barbets dans la région de Nice, les mecs qui combattaient dans la montagne, on a le Marseillais, hein, toutes les communes autour de Marseille, Lyon, évidemment, c'est hyper connu, les massacres de Lyon, etc. On a la région de Caen, on a la région de Bourges, on a la Mayenne, la Bretagne, évidemment, avec les Chouans. Enfin voilà, à peu près 70%, voilà, s'insurgent. Pourquoi la Vendée s'insurge plus violemment et plus longtemps que les autres? Parce que déjà, on a la nationalisation des biens du clergé, le 2 novembre 1789. La nationalisation des biens du clergé, c'est l'État qui est en faillite, qui a besoin d'argent, qui vole les terres de l'Église, en fait qui nationalise les biens de l'Église. Alors essentiellement les terrains, puisque l'Église possédait beaucoup de terrains, ce qui permettait de faire de la location, de faire des ventes, etc. pour entretenir leurs propres bâtiments religieux. Voilà. Et puis après, avec la loi de 1905 notamment, c'est la République qui s'est accaparé tous ces biens religieux,
Et par contre, c'est à eux de payer maintenant. Dès qu'il y a une toiture à refaire, etc. Et bah, c'est à la République de payer les églises. C'est ça le comble. Bravo les gars. Donc la nationalisation des biens du clergé passe très très mal. Ensuite, on a la constitution civile du clergé, 12 juillet 1790. Donc là, c'est encore pire. On demande aux prêtres de devenir salariés de l'État et de jurer fidélité. Ceux qui refusent de jurer sont appelés les réfractaires. Et ceux qui acceptent de signer cette constitution civile du clergé, on appelle ça les prêtres jureurs. Donc eux, autant vous dire qu'ils seront très très mal accueillis dans les villages vendéens. Les enfants leur jettent des pierres. Enfin, on veut pas du tout d'un prêtre qui se constitue républicain, quoi. On veut rester avec nos bons prêtres, comme on dit à l'époque. Donc ça passe très mal aussi. Et puis bah, évidemment, ce qui met le feu aux poudres, la conscription. Le 28 février 1793, là pour le coup, on avance un petit peu. La conscription, alors comme je disais dans la première vidéo, la République a besoin de 300 000 hommes pour aller combattre aux frontières de l'Est, puisque la République déclare la guerre aux pays voisins, pour imposer voilà, ce modèle révolutionnaire qui se veut universel, carrément. C'est les prémices du nouvel ordre mondial. Et puis n'oublions pas que la Vendée est une région très catholique, qui tient beaucoup à ses prêtres et à ses églises. Pourquoi ? Parce que dans les années précédentes, dans le siècle précédent, le père de Montfort est venu recatholiciser cette région, qui était une région assez protestante. Donc, effectivement, voilà, les Vendéens étaient très attachés à leur culture catholique. Donc, dès qu'on est venu les chatouiller sur leur religion, bah, ça s'est pas du tout bien passé, quoi. Ils ont pris les armes. Donc, il n'y a pas de grande ville aussi en Vendée. Ça, c'est très important. Donc, qui dit pas de grande ville en Vendée militaire, donc je répète, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. Ok ? Pas de grande ville, ce qui veut dire pas forcément de réserve républicaine. Pas forcément de bataillons déjà sur place, en fait. Pas de force sur le terrain. C'est pour ça qu'au début, on parle du printemps des victoires. Les Vendéens volent de victoire en victoire parce que le temps que la République se rende compte que cette insurrection finalement prend de l'ampleur, eh bien ils vont ensuite envoyer l'armée de Mayence, la meilleure armée du monde, et beaucoup d'autres bataillons en renfort. Mais voilà, il n'y a pas de grande ville, donc en fait ils ont le terrain pour eux en Vendée. Voilà, j'espère que j'ai apporté quelques précisions sur cette question courte, mais qui était comme quoi on peut développer beaucoup de choses dessus. Deuxième partie de la vidéo, je vous propose de revenir sur quelques notions importantes et quelques événements importants concernant la création de la République, la Sainte République. Alors on y va, le 10 août 92, c'est la prise des Tuileries. Ben oui, mais tu sais, le jour où quelques excités, manipulés par les factions révolutionnaires, ont pris d'assaut le palais royal et ont foutu le roi et sa famille en prison. Carrément, quoi. Mais si c'était la guerre civile dehors, le sang coulait à flot dans les rues, on brandit la tête des aristos au bout des piques. Mais c'est génial. On efface les lys sur les façades des maisons, sur les façades des bâtiments et tout. On instaure même le crime de ressemblance. Genre le mec qui ressemble un petit peu au roi, tu vois, corpulence, même physiquement, hein. Guillotine, terminé. Merci, au revoir. En fait, plus aucun souvenir ne doit exister de l'ancien régime. Une catastrophe. On casse des statues, on profane les tombes des rois à Saint-Denis. C'est même la Convention qui ordonne la destruction de tous les insignes religieux. Ça, c'est en 93. Voilà, terminé. On repart sur de bonnes bases, les gars. Ah ouais, c'est le progrès maintenant. C'est le progrès. On joue même au foot avec des têtes. Notamment avec la tête de Mademoiselle de Lamballe, une aristo. Enfin, le foot n'existe pas encore, mais tu m'as compris, quoi. Certains trempent du pain dans le sang des innocents, mais c'est génial. Mais c'est enfin le progrès, fini la tyrannie des rois, vive la modernité. Mais ça se fête quand même. Bon, ça c'est que à Paris, parce qu'ailleurs en France, on a quelques échauffourées, mais on compte pas non plus décapiter le roi, quoi. Calme-toi.
Et puis on va pas tarder à voir déferler sur la Vendée, justement le sujet qui nous intéresse, bientôt les forces républicaines pour obliger les gens à acquiescer la pensée révolutionnaire. Pour ne pas dire la pensée républicaine. D'ailleurs, l'organisation incroyable des Vendéens, ce sera une vidéo à part entière parce que ce serait beaucoup trop long. C'est passionnant leur organisation, comment ils ont fait justement pour s'insurger. Ce sera voilà, une vidéo ultérieure. Bon, avant ça, on a la journée du 5 août 89 avec Louis XVI qui convoque les États généraux, voilà, pour essayer de calmer un petit peu les tensions. Je vous renvoie à la première vidéo qu'on a fait avec mon camarade Steve56 sur la chaîne de Loup Divergent que je resalue. Voilà, on parlait de toute la chronologie, donc vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit justement à propos de la journée du 5 mai 89 avec Louis XVI qui convoque les États généraux. Juste après, le 17 juin, création de l'Assemblée nationale constituante, enfin Assemblée nationale qui deviendra Assemblée nationale constituante, laquelle nommera une succursale, disons, le fameux comité de salut public, celui qui aura pour charge d'exterminer la Vendée, d'exterminer cette race rebelle, d'exterminer cette race de vipères, de louveteaux, voilà, on les traite de tous les noms, puisque les malheureux refusent voilà, de se soumettre à ces nouvelles valeurs. Le 14 juillet, prise de la Bastille, il y a aussi beaucoup à redire là-dessus. C'était juste en fait pour venir prendre des armes et des munitions que les sans-culottes avaient besoin à Paris pour mener leur insurrection contre le roi. Il n'y avait que 7 prisonniers à l'intérieur, c'est pas du tout le symbole qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Enfin c'est juste une symbolique justement du soulèvement parisien, mais c'est tout. C'est pas genre le symbole de tout un peuple, tout un pays qui se lève en même temps. Non, c'est juste 800 personnes à Paris qui viennent foutre la tête du directeur, monsieur Delaunay, au bout d'une pique. Ils viennent prendre de la poudre et des armes. Et puis voilà, après Paris à feu et à sang quoi. Donc c'est juste ça, ni plus ni moins. D'ailleurs le 14 juillet, on pense fêter la prise de la Bastille. Certains ne pensent même pas, ne savent même pas ce qu'ils fêtent. mais le 14 juillet, c'est plutôt la fête de la liberté retrouvée. Dans les années 1800, j'ai plus la date en tête, 1840 par là, on institue la fête de la liberté retrouvée. Et en fait, le 14 juillet, c'est ça qu'on fête. C'est pas la prise de la Bastille. Enfin, moi, le 14 juillet, je fête plutôt la mort du premier généralissime de l'armée catholique et royale de Vendée, Jacques Cattolino, qui lui est mort un 14 juillet. Donc, personnellement, le 14 juillet, je commémore la mort de ce paysan valeureux et courageux. Le 26 août 89, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le truc pointu là, avec l'œil d'Horus au milieu. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Franchement, ce symbole, en fait, tout est dit là-dedans. Je veux dire, tout est dit. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est d'ailleurs là qu'apparaît le mot citoyen. Dorénavant, nous sommes tous des citoyens. Avant, ce mot-là, il n'était pas employé, quoi. Donc c'est un mot républicain, ça aussi. Le 22 septembre 92, proclamation de la Première République, le régime sous lequel nous vivons. Enfin, on est sous la 5e, mais je veux dire... enfin voilà, la République est née, quoi. D'ailleurs, c'est marrant ce besoin de singer ce que eux-mêmes, les révolutionnaires, détestent. Genre, bah tiens, j'en dis pas plus, on écoute Jean-Louis Debré, là. On va voir comment il se fout de la gueule de ce que lui-même déteste, et ce que lui-même et ses idéaux républicains de l'époque ont exterminé. Et le mec singe... bref, on écoute Jean-Louis Debré. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » « Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et « Salut, Marianne, pleine de force,
Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est bénie. Sainte Marianne, Mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. D'autant que ici, ça résonne comme dans une cathédrale. Ça résonne comme une cathédrale parce que nous sommes le temple de la République. Nous veillons sur les droits et les libertés qui sont au cœur même du pacte républicain. Quelles que soient les options politiques des uns et des autres, la République, ce sont un certain nombre de principes. Le principe de l'égalité, le principe de la liberté, le principe de la laïcité. Tous ces principes, ils permettent, en les faisant respecter, à des hommes et à des femmes d'origine, de conditions, de croyances, de couleurs différentes, de vivre ensemble. Ah, carrément quoi. Une ode à la République, en s'inspirant du « Je vous salue Marie ». Mais je veux dire, mais je croyais que vous crachiez sur le catholicisme. Et qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Louis? C'est incroyable ça. Bon, on écoute Vincent Payon maintenant qui nous explique les fondements, voilà, de la République. Comment les mecs s'y sont pris à l'époque pour faire naître le nouveau régime, quoi. Allez Vincent, à toi. C'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel, on a remplacé dans le fond les aristocrates par les bourgeois, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Et donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui étaient publiés, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc.
Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion, spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux, leur idée, c'est que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée. Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. Mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. C'est dingue, hein. Les mecs nous expliquent eux-mêmes comment leurs aïeux s'y sont pris pour faire naître ce nouveau régime. Bon, c'est tout pour moi. Petite citation, comme d'hab, pour terminer. Ne vous moquez pas des enfants qui croient encore au Père Noël. Il y a bien des adultes qui croient en la République. C'est tout pour moi. Ciao.